Transmission des savoirs et des cultures. Quand on a entendu votre choix, ça a généré pas mal d'intérêt à l'Académie des technologies parce que c'est un gros sujet. Alors on l'a d'abord pris un petit peu pour nous en se disant ok, comment nous on peut faire ça, puis très vite on a vu que c'était beaucoup plus large, que vous le preniez de façon beaucoup plus large et donc déjà merci à vous d'avoir fait cette proposition, d'avoir travaillé dessus. Avant de venir, j'avais lu le papier que Nicolas m'avait envoyé, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de travail, ça a été dit tout à l'heure, mais je suis assez impressionné effectivement parce que vous avez couvert un champ très large. Hier, j'ai passé un petit peu de temps aussi à regarder les posters que vous aviez faits, donc le résultat de ce travail. Et puis ensuite, ces 2 derniers jours, j'ai pu voir comme d'habitude, je dirais, parce que c'est la 2e fois que ça se produit, mais forte mobilisation, créativité, enthousiasme, travail collectif, c'est toujours impressionnant. Donc merci à ceux qui ont permis ça, merci à Nicolas et à Brigitte, je ne la vois plus, voilà, Brigitte. Merci aussi au staff de l'Académie, en particulier à Béatrice, Stéphanie, Natacha, Marie-Hélène. Et puis surtout, merci à vous d'avoir fait ça. Merci aux académiciens qui vous ont accompagnés. Voilà, j'arrête avec les remerciements. Quelques mots quand même sur l'Académie des technologies. D'abord, si on a fait l'Académie des technologies avec les jeunes, c'est parce que on est un peu plus vieux que vous. Je dirais entre 3 fois et demi, pour certains presque 5 fois, je pense. Il n'y en a plus beaucoup. Non, je regarde Nicolas, mais c'est pas lui. Non, malheureusement, on vient de faire l'hommage d'un de nos confrères qui a 98 ans, qui a fait un travail absolument remarquable sur les maladies du sang en particulier, et qui vient juste de décéder. Voilà, donc c'est assez large. Alors, on essaie d'offrir une expertise indépendante, c'est vraiment très important, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui font de l'expertise indépendante. Alors pourquoi on est indépendant? D'abord parce qu'on est sorti de nos métiers, et aussi parce qu'on est un mix de gens qui sont issus du monde académique, issus des grands laboratoires et issus de l'industrie. Et en fait, pour un grand nombre d'entre nous, je ne connais pas la proportion, mais comme ça au pitch, je dirais au moins un tiers, des gens qui ont traversé ces mondes-là, au moins 2 de ces 3 mondes-là. Et donc ça donne un certain recul. Et le dernier élément, c'est que quand on produit quelque chose, eh bien, il a fallu qu'on se mette d'accord. Alors, il y a des sujets, je peux vous dire surtout en ce moment, où on a du mal à se mettre d'accord parce que justement, et j'espère bien quand même, qu'à la fin, on est capable de sortir quelque chose que je pense peu d'autres organisations sont capables de produire en ayant croisé des savoir-faire de physique, de chimie, industrielle, économique, sociologique, voire ethnologique, savoir sur la ville, savoir sur l'environnement, savoir sur la grande série industrielle, la petite série, le nucléaire, etc., etc. Voilà. Et tout ça, on le fait pour un progrès raisonné, choisi et partagé. Chaque mot est important, raisonné évidemment, particulièrement, choisi, vous en avez parlé, et partagé. C'est donc un espace de réflexion, de débat, avec des interactions entre ces différents savoirs. Alors quelques exemples. On a travaillé sur l'ordinateur quantique tolérant aux fautes. Alors vous allez dire, oh, bon, ok. En fait, c'est le monde politique à haut niveau se fait un peu des illusions sur ce qu'on peut faire rapidement avec des ordinateurs quantiques. Et donc on a fait un rapport qui, on m'a dit, n'avait pas d'équivalent à part un rapport qui a été fait il y a 3-4 ans par l'Académie des sciences américaine sur les obstacles qu'il y a avant de faire des choses un peu sérieuses avec l'ordinateur quantique.
Et la deuxième chose qu'on dit, alors on décrit les différentes technologies parce que l'intrication quantique, ça peut se faire avec des photons, avec tout un tas d'autres choses, enfin 4 ou 5. Et ce qu'on en sort aussi, c'est on pourra faire des choses avec l'ordinateur quantique, mais pas du tout l'ordinateur tel qu'on le connaît, qui est un peu universel, c'est-à-dire qu'il peut faire un peu ce qu'on veut, y compris de l'IA. Mais on pourra faire des choses, et peut-être que certaines de ces applications arriveront plus vite. Voilà. C'est probablement pas tout à fait étrange que le sujet ait été passé en France au ministère de la Défense et à la Direction générale de l'armement. Parce qu'il y a des applications de ce côté-là qui sont païennes. Voilà un sujet. Si je prends un autre sujet, l'IA générative et la mésinformation. Thierry s'occupe de la phase 2, mais on a sorti une phase 1 avec des recommandations très claires pour essayer d'assainir le web et les médias sociaux sur ces sujets-là. Et c'est un gros sujet, j'y reviendrai tout à l'heure dans la transmission des savoirs. Il y a aussi des gens qui coupent les fils du savoir. Comment on arrête ça? Un autre sujet, vous en entendez sans doute parler, les PFAS. PFAS, j'ai besoin d'un chimiste pour m'aider à dire exactement ce que ça veut dire. Voilà, c'est ça. Alors ça, l'Assemblée nationale a décidé qu'il fallait les supprimer. Mais malheureusement, il y a tout un tas d'usages, et beaucoup, où on ne sait pas les supprimer. Alors, du coup, est-ce qu'on ne fait rien? Non. Et c'est là que la mobilisation des savoirs industriels, des savoirs chimistes, etc., ça sert à savoir sur la santé. Et donc, une des conclusions, c'est les petites molécules de PFAS sont dangereuses. Parce qu'elles pénètrent dans le corps, elles font des dégâts partout dans la nature et dans le corps humain, évidemment chez les animaux. Les grosses molécules, elles ne sont pas vraiment dangereuses parce qu'elles sont très stables et elles ne sont pas absorbables par le corps et par une grande partie du vivant. Donc, s'occuper, et c'est souvent les plus communes, donc garder les grosses molécules et faire avec, chercher prendre le temps de trouver des substitutions, c'est utile. Par contre, quand on produit les grosses molécules, on peut rejeter des petites molécules et ça, il faut absolument bloquer ça. Et ça, c'est faisable parce que ça, c'est dans des usines que ça se passe. Et la deuxième chose qu'il démontre aussi, c'est que détruire en brûlant, par exemple, des grosses molécules, ça fait des petites molécules et c'est une catastrophe. Donc le recyclage, dans ce cas-là, c'est un sujet important. Et là aussi, il faut de la science, de la technologie pour dire, eh bien oui, si c'est au-dessous de 1200 degrés, là, ça va. On détruit bien. Pas en dessous. Tout ça, ce n'est pas dans les lois qui sont passées. Et c'est un débat qui est aujourd'hui en cours en Europe et on espère bien, avec d'autres académies européennes, porter ces recommandations-là dans le débat public jusqu'à un niveau décisionnel et donc avec des conséquences pratiques, ce que n'a pas une interdiction générale des PFAS qui sert à rien parce qu'on ne sait pas les remplacer dans un certain nombre de cas. Voilà. Alors j'en profite aussi pour dire, pour les mardis soirs, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, donc le prochain mardi soir, c'est, quelqu'un peut m'aider sur la date, c'est pas le 8 octobre, 7 octobre, voilà. Et donc c'est la soirée, ça commence à 18h30, ça se termine à 20h en visio. Ce sera sur l'eau avec une nouvelle académicienne qui a été élue l'année dernière, qui s'appelle Florence Abetz, qui est une très bonne spécialiste de l'eau. Elle a travaillé sur le bassin de la Garonne et de la Gironde. Elle a été une des toutes premières à dire, il y a déjà une quinzaine d'années, qu'on allait vers de graves problèmes de ressources en eau sur ce bassin, en expliquant comment, en expliquant ce qu'on pouvait faire. Pour l'instant, elle n'a pas eu beaucoup d'impact, mais on va aider à ce que ce genre de... Donc ce sera sur ce sujet-là, mardi 7 octobre. Voilà le genre de choses qu'on fait à l'Académie. Alors à quoi ça sert derrière? Alors on communique avec l'État, beaucoup. Direction générale des entreprises au ministère de l'Industrie, France 2030, qui travaille sur les sujets
que la France doit développer pour être en bonne forme en 2030. Et ils nous ont même mobilisés sur 2035-2050. C'est quoi les écosystèmes, les technologies qu'il faut développer pour que la France et l'Europe gardent leur position et sur les sujets modernes dont on pourra parler tout à l'heure. On travaille aussi avec les parlementaires quand ils ont le temps. Le Sénat un peu plus. L'Assemblée nationale, franchement, ils travaillent sans cesse en urgence et donc on n'est pas très utile. Les journalistes et le grand public, par exemple avec les capsules vidéo qui vont sortir de du travail que vous avez fait. Voilà un petit peu à quoi on peut servir. Alors de temps en temps on a un gros impact, de temps en temps on n'en a pas du tout. Ça dépend un peu de nos talents de communication et aussi de la capacité d'écoute de ceux auxquels on s'adresse. Alors maintenant, venons-en à votre sujet. On a bien une crise des savoirs aiguë, je dirais. Le fait que les médias sociaux aient une certaine contamination des télés, des journaux, racontent des bêtises, c'est grave. Et c'est probablement un recul par rapport aux 2 ou 3 décennies qu'on a vécues avant. Le web a apporté énormément de démocratisation des savoirs et on est en train de faire une marche arrière en détruisant le savoir, sa fiabilité et du coup la confiance qu'on peut avoir en soi. Et quand on doute de tout, ça paralyse. Quand on nie tout, on fait marche arrière. Et ça, malheureusement, on est en train de le voir aux États-Unis, aujourd'hui, clairement, et dans des domaines aussi graves que la lutte contre le réchauffement climatique et la santé en particulier, mais même sur la physique, même sur la physique théorique, la mécanique quantique, la relativité. Il y a aujourd'hui des millions de gens qui suivent des insanités sur ces sujets-là. Ils sont colportés par des physiciens ratés, dont les publications ont été refusées par un peu tout le monde, qui du coup attaquent la science en général et ça trouve un relais. Un des plus grands propagateurs de tout ça, c'est Joe Rogan, je ne sais pas si vous connaissez, aux États-Unis, grande voix de l'extrême droite, très très suivi. Qui a reçu déjà 4 à 5 fois les physiciens qui mettent en cause Einstein, la mécanique quantique. Mécanique quantique, il faut savoir qu'il y a énormément d'applications dans tout ce qu'on utilise. À commencer par votre smartphone. Voilà. Donc cette crise des savoirs, cette crise de la confiance qui va avec, c'est une part aussi de la crise sociale, une part seulement, mais une part quand même de la crise sociale, de la crise politique qu'on vit, et tout ça dans cet immense contexte de la crise de l'environnement auquel il nous faut absolument faire face rapidement. Donc vous avez soulevé des questions essentielles en abordant cette question de transmission des savoirs et des cultures. Alors d'abord la fiabilité de l'info. J'ai bien été particulièrement sensible à ce point-là, parce que je considère que c'est un cancer aujourd'hui de nos sociétés. C'est grave. C'est grave de ne pas savoir si ce qu'on reçoit, on peut faire confiance ou pas. Et même, encore une fois, les médias sociaux, on peut savoir que c'est dangereux, mais on trouve des choses dans les journaux aussi, y compris des journaux sérieux. Et on n'en parle pas encore énormément, mais ça finit par... Ce cancer arrive dans l'IA. Quand l'IA balaye très très large, elle balaye des insanités. Elle les renvoie vers les gens. Il y a tout un débat en ce moment aux États-Unis sur des gens qui se sont suicidés parce que l'IA servait de psychologue facile pour des jeunes qui étaient en difficulté. Eh ben non. Ça se traduit par des suicides et ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Mais ce cancer, donc, il faut réussir à donc, j'ai noté la petite idée de je ne sais plus comment vous l'appelez, fiabilis.
C'est ça, hein, fiabilis et le petit f. Avec, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais on sait au moins que le process qui a amené à cette information, il a une certaine qualité ou il n'en a pas. Et ça, déjà, ce serait un joli progrès. Et donc, je rappelle quand même, je l'ai dit tout à l'heure, mais le travail qu'on a fait sur IA générative et mésinformation ou désinformation, et les recommandations qu'on a faites, c'est justement pour essayer d'aider Alors, ce rapport, il a été pas mal écouté dans l'État et en dehors de l'État. Et la phase 2 est dans les mains de Thierry et de son groupe de travail. Autre sujet, comment traiter la complexité qui est derrière les savoirs quand on arrive face à des décisions importantes. Traiter dans les deux sujets, je dirais, le référendum d'un côté et les OGM de l'autre. C'est une question compliquée. Est-ce qu'il faut déléguer? C'est trop compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses compliquées, on ne peut pas tout expliquer. Donc est-ce qu'il faut déléguer? Mais déléguer à qui? Au Parlement? On croit sérieusement que le Parlement il est mieux équipé que juste nous tous dans la salle pour traiter par exemple les PFAS? Pas évident. Des experts, oui, mais quels experts? Des experts qui sont indépendants, mais c'est pas facile de trouver beaucoup d'experts indépendants. Des grands groupes comme ce que Macron a fait sur le climat, ça a modérément marché, on va dire. C'est pas une question simple, c'est une question que vous avez bien posée sur la table. Je pense que c'est une question grave, importante pour les savoirs et pour la démocratie. Ensuite, vous avez abordé l'apprentissage humain versus technologie, EdTech, comme on dit. Donc Jean-Pierre a produit un rapport sur ce sujet en montrant que la pédagogie, finalement, c'est la science d'apprendre à apprendre, ou la pratique d'apprendre à apprendre. Je me méfie avec le mot science. Piaget, Montessori, etc. Tous ces gens-là ont fait faire des progrès. On a l'impression que on n'en fait plus beaucoup, alors qu'en fait, il faut refondre complètement, et ça, vous l'avez bien montré, vous avez bien posé ça sur la table, il faut reprendre en profondeur avec les EdTech. Vous l'avez dit dans les groupes de travail, etc. C'était moins dans la petite scénette, mais avec l'IA. Avec une IA propre. On ne va pas faire de l'éducation avec une IA sale, partiellement sale, dont on ne sait pas à quel point elle est propre ou elle est sale. C'est un sujet qui est un peu posé, hein, mais qui est pour l'instant pas traité, et c'est un sujet essentiel évidemment. Et je pense que votre petite scénette, elle aide bien à poser ça sur la table et à aider tout le monde à réfléchir un peu sur ce sujet. Et donc cette partie apprentissage, c'est une part du, je dirais, renouveau. Vous avez dit dynamitage de l'école, mais bon, on est bien d'accord, un renouveau profond avec, et il y avait au fond là-bas un poster que j'ai trouvé très très bon. La première chose évidemment, c'est savoir apprendre. Ça peut qu'il y ait des gens qui vous apprennent à savoir apprendre. Mais après, il y a aussi dans les savoirs essentiels, c'est quoi les savoirs essentiels? Savoir apprendre. Il y a quand même des maths, il y a quand même de la physique, il y a quand même de la biologie. La biologie sous son propre corps, par exemple, n'est pas énormément enseignée. Sur l'expression, sur le travail en commun, savoir travailler en commun. Sur comment utiliser les connaissances, puisqu'en fait, il faudra toujours aller en chercher d'autres tout au long de sa vie. Sur le climat, et ça doit être adapté au lieu où on est, au lieu où on vit, parce que ce n'est pas les mêmes questions partout, mais toujours les mêmes choses. Derrière, il y a des fondamentaux. Ces fondamentaux, aujourd'hui, sont quand même peu enseignés et donc peu absorbés, d'où des incompréhensions pour un ingénieur, un scientifique comme moi, assez incompréhensibles vis-à-vis de ce qu'il faut faire vis-à-vis du climat. Et quand je vois le gouvernement de la puissance mondiale la plus importante partir à 180 degrés sur ce qu'il faut faire,
Ils viennent d'arrêter de recenser les émissions de CO2 et de méthane dans toutes les grandes entreprises américaines. C'est sidérant. Donc, et puis enfin, l'enseignement sur le vivre ensemble et le faire société. Alors, on appelait ça avant instruction civique, mais le fond a beaucoup changé. Non, vivre ensemble, respecter des règles, faire société, travailler ensemble, savoir se mettre ensemble pour mieux comprendre les choses que vous avez fait pendant tout ce week-end. Et puis un dernier point sur l'école qui avait été abordé un peu dans le poster et puis par 1 ou 2 minutes de discours que j'ai trouvé lumineux de toi, je ne connais pas ton prénom, mais voilà, où sur l'orientation, tu as dit il faut élargir pour tous l'imaginaire des possibles. Quand je compare avec ce qu'est l'orientation aujourd'hui, écoute mon pauvre, avec les notes que tu as, il va falloir réfléchir à peut-être ça, peut-être ça. Élargir l'imaginaire des possibles, c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose dont je pense aujourd'hui on manque énormément parce que un imaginaire, ça tire, ça motive, on a tous dans notre jeunesse, nous, les vieux, imaginé on serait ceci, on serait cela, on serait pilote d'avion, on serait cosmonaute, on serait archéologue, on serait physicien, astronome. On en change plusieurs fois dans la vie, mais ça nous tire. Et si dans des milieux modestes, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ces imaginaires. Donc il est essentiel, et c'est un rôle important de l'école, mais de toute la société, de nous, des parents, de toute la société, de pousser à élargir cet imaginaire des possibles, en particulier dans les milieux où les parents et les amis ne donnent pas un éventail très large de ces imaginaires possibles. Alors voilà, pour tout ça, encore une fois, merci pour votre travail. Il va pouvoir maintenant, de notre côté, ensemencer nos travaux, parce que je pense que c'est des sujets sur lesquels on pourrait travailler plus, même si on travaille déjà, comme je vous l'ai dit, sur ces 2 sujets abordés, l'IA générative, la EdTech et pédagogie. Il va falloir éclairer, stimuler, interroger ceux qui vont il va pouvoir éclairer, stimuler, interroger ceux qui vont accéder aux capsules vidéo. J'espère qu'il y aura pas mal de monde. Donc ça, c'est vraiment la qualité de ce que vous faites, de ce que vous avez fait et de ce que vous allez peaufiner maintenant va être essentiel. Il faut que ça accroche et que les gens réfléchissent un peu. Il va falloir aussi rester, je crois, dans vos mémoires à vous. On dit mémoire et raison. Dans vos mémoires à vous, je pense, j'espère que ça va rester, que ça va vous aider, parmi de multiples autres choses, à piloter. On n'arrive pas toujours à bien piloter la trajectoire de sa vie, mais il y a toujours quand même une impulsion personnelle qu'on est capable de donner. J'espère que ça va y contribuer. Voilà. Et donc merci enfin pour cette conclusion. La transmission des savoirs sert à préparer un avenir commun. Oui. Et cette transmission est une responsabilité partagée. Merci.